Chers partenaires, bonjour. J'espère que vous allez bien. Toutes mes excuses tout d'abord pour la voix un petit peu cassée que j'ai ce matin. C'est la saison des rhumes, désolé. En tout cas, merci pour votre nombreuse présence à ce webinaire LRP qui a pour objet, comme vous le savez, un petit point d'étape sur les discussions budgétaires qui sont un peu plus animées et qui potentiellement impactent ou vont impacter l'investissement immobilier locatif. Avant de passer aux présentations, pour ceux qui ne nous connaissent pas, et de démarrer la présentation, vous rappelez que vous pouvez poser toutes vos questions, bien évidemment, en direct via l'outil à votre disposition et le module questions auxquelles on répondra avec grand plaisir en cours ou en fin de présentation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Olivier Bernada, directeur de la référence Pierre, et je suis accompagné aujourd'hui d'Olivier Tric qui va se présenter tout de suite et que certains d'entre vous peut-être connaissent déjà. Bonjour à tous, bonjour Olivier. Alors, ça s'entend moins que toi, mais j'ai moi aussi un petit rhume. Donc, je disais à Olivier que c'était peut-être un webinaire un peu de canard. J'espère que ça ne s'entend pas trop en extérieur, mais en tous les cas, on va tâcher d'être à peu près présentable. En tous les cas, bonjour à tout le monde. Vraiment ravi d'être ici. Pour ceux que je connais, je suis ravi de vous reparler. Et pour ceux que je ne connais pas, j'ai été pendant 20 ans associé et directeur général de Consulteam. J'ai quitté le groupe il y a 6 ans, maintenant 5 ans, pardon. Et j'ai fait une petite pause. Et j'accompagne la référence Pierre et le groupe Isimo depuis maintenant quelques mois en tant que consultant. Dans les jours qui viennent, sur une forme plus présentiel, on va dire, que consultant. Et en tous les cas, je suis ravi de reparler avec l'ensemble de la profession des gestionnaires de patrimoine, de reparler avec Olivier. Alors là, du coup, c'est pas un scoop, mais on a travaillé ensemble longtemps, évidemment, chez Consulteam. Donc, ravi de le rejoindre dans cette aventure. Et avec lui et avec vous, de retravailler dans cet environnement métier qui m'a un peu manqué, mais j'étais content de faire un peu autre chose. Mais en tous les cas, ravi d'y revenir et de refaire un webinaire. Ça fait 5 ou 6 ans que j'en avais pas fait. Donc, voilà. Et c'est reparti comme avant. Merci Olivier pour cette présentation. Je vais te laisser la parole et on va commencer justement par un petit ou plutôt un gros point d'étape sur l'état de la situation actuelle qui est extrêmement mouvante puisque on se parle quasiment au jour le jour. En tout cas, aujourd'hui, on a des choses qui sont claires et stabilisées à la date d'aujourd'hui. Je te propose de faire un point un petit peu sur tout le parcours législatif du projet de loi de finances et de la situation actuelle. Merci. Alors, effectivement, j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant parlé d'une loi de finances que celle dont on parle. Alors, on en a parlé de quelques-unes qui ont été excessivement importantes dans nos métiers, 2009, 2010, et puis il y a eu des gros points d'étape, mais celle de 2026, là, en fait, elle prend tellement de place qu'on en entend parler tous les jours à la télé, tous les jours à la radio. En fait, plus que la loi de finances, je pense que c'est un peu la cacophonie politique qui s'accompagne de ça, qui effectivement fait les affaires de l'ensemble du monde de la formation. Et moi, je ne le connaissais pas, mais il y a un constitutionnaliste, là, Benjamin Morel, je crois que lui, il ne croyait pas quand il a fait des études de droit public qu'il allait passer autant à la télé, quoi. Je crois que je le vois tous les jours à la télé pour nous expliquer ce que c'est que la Constitution, comment ça marche et à quoi ça va servir. Donc, bon, en tous les cas, on a fait sa connaissance, on le voit tout le temps. C'est quand même la preuve que le schéma dans lequel on est, il est compliqué à suivre, personne n'y comprend rien. Et on est quand même sur une appréciation un peu différente des projets de loi de finances habituels qui sont en général votés dans les assemblées. Si on veut refaire un petit point d'étape, mais je pense que vous en avez déjà eu pas mal, mais le gouvernement a travaillé sur un projet de loi qu'il a déposé assez tardivement, évidemment, avec les soubresauts de nos premiers ministres de l'été. Il est arrivé à l'Assemblée nationale le 14 octobre, c'est tard. Il a été étudié à l'Assemblée nationale pendant un certain nombre de semaines, entrecoupé par un début d'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, voté et transmis au Sénat. Enfin, voté, pardon, des amendements votés et partie recettes transmises au Sénat. Et puis là,
patatras, 22 novembre dernier, tout ce que l'Assemblée nationale avait fait et tout le travail qui avait été fait sur les amendements, eh ben, ils ont voté un truc assez complètement incroyable, 405 votes sur la partie recettes de l'Assemblée nationale, un vote pour, 404 votes contre, ce qui veut dire que tout le travail qui a été fait par l'Assemblée nationale tombe à l'eau. Ils ne vont donc pas non plus regarder la partie dépenses, puisqu'en fait, ils considèrent que la partie examen du projet de loi de finances par l'Assemblée nationale s'arrête. Il est donc transmis en ces termes au Sénat, qui a donc démarré son étude du projet de loi de finances. Partie recette du projet de loi de finances doit être votée le 4. Partie dépenses doit être étudiée dans la foulée pour normalement arriver à un texte issu des débats du Sénat le 15 décembre, qui est normalement la date prévisionnelle du vote global du projet de loi de finances. À la suite de ça, puisque évidemment, ce ne sera pas le même texte que celui de l'Assemblée nationale, puisqu'on a bien compris que le texte de l'Assemblée nationale n'avait pas été voté en l'état. On va donc avoir la nomination d'une commission mixte paritaire, où là, nous avons 7 sénateurs et 7 députés qui vont tenter de se mettre d'accord sur un texte commun. 2 hypothèses. Soit ils se mettent d'accord et on dit donc que la commission mixte paritaire est conclusive. Alors, donc j'y reviens après, mais on dit donc qu'elle est conclusive. Si elle est conclusive, on présente les travaux de la commission mixte paritaire à l'Assemblée nationale pour un vote définitif. Soit elle n'est pas conclusive, et là, normalement, on est censé entamer une deuxième lecture et un deuxième schéma législatif. Sauf que on a tous ça en tête, la loi de finances doit être votée au plus tard le 23 décembre, et donc avec une fin de discussion du Sénat au 15 décembre, plus nomination, travail de la commission mixte paritaire et examen de tout ça entre le 15 et le 23, ça paraît assez illusoire. Alors, la commission mixte paritaire, elle peut peut-être aller aussi vite que celle qui a examiné, je crois, hier, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, parce que je crois qu'ils ont mis 40 minutes pour constater qu'ils ne se mettraient jamais d'accord. Donc, peut-être ça ira aussi vite sur le projet de loi de finances, mais il était déjà assez convenu que l'examen de cette loi de finances serait difficile. On a une Assemblée nationale qui est quand même très, très morcelée, politiquement parlant, par rapport à celle que nous avions précédemment. Et on se rend compte que c'est aussi l'occasion d'un petit peu d'existence politique de tout un tas de groupes. Et la conclusion, c'est que clairement, chaque parti politique a mis un peu de ce qu'il avait envie dans la loi de finances pour qu'au final, ça finisse par un texte où il y a des choses qui leur vont et puis il y a des choses qui leur vont pas, qui évidemment, les textes qu'eux n'ont pas poussés. Donc 404 votes contre, ça laisse quand même à penser qu'il va être compliqué qu'une commission mixte paritaire arrive à se mettre d'accord. Si elle n'arrive pas à se mettre d'accord et que tout ça ne fonctionne pas, 2 possibilités, soit budget par ordonnance, auquel cas, là, c'est le gouvernement qui prendra la main pour proposer, on va dire, des mesures dans le cadre d'ordonnance du gouvernement, soit une loi spéciale, reconduction du budget tel qu'il est aujourd'hui pour permettre à l'État de fonctionner, payer les salaires de la fonction publique et encaisser des impôts. Et assez probablement, dépôt d'une nouvelle loi de finances rectificative, premier trimestre 2026. Donc, c'est peut-être probablement ce vers quoi on va, sachant qu'il y a une petite nouveauté et une petite musique qui commence à arriver depuis hier, c'est que là où tout le monde trouvait ça génial, qu'on n'ait plus de 49.3, maintenant, il y a des députés qui commencent à dire « Ah, mais c'était bien quand il y avait un 49.3 parce qu'on arrivait quand même à voter des trucs là où personne n'arrivait à se mettre d'accord. » Alors, est-ce que ça va aller au bout, cette petite musique du 49.3 ou pas? Est-ce que ça va permettre de voter un budget ou pas? On va suivre ça. Hein. Donc, on le suit, nous, évidemment, au quotidien avec Olivier. On vous fera part, évidemment, comme on le fait aujourd'hui, de ce qu'on va retirer des débats et de ce qui paraît évidemment utile dans nos métiers. Mais bon, voilà, on suit cette aventure qui ressemble des fois un peu à une bande dessinée, mais on suit cette aventure et puis malgré tout, elle a quand même des impacts sur nos métiers. Donc, on la suit.
on travaille, puisqu'en fait, on a des contacts évidemment avec des élus, avec des sénateurs, des députés, avec des cabinets ministériels pour faire entendre aussi un peu notre voix et la voix des professionnels. Et donc, on va continuer évidemment à suivre ça et à vous informer au fur et à mesure des évolutions. Oui, juste repréciser parce que c'est important on en parle beaucoup au quotidien et ça a des impacts sur vos prescriptions immobilières actuellement et le positionnement de vos clients. Comme Olivier l'a précisé, la totalité des amendements, et ça fait la transition avec le deuxième slide, qui ont été votés par l'Assemblée nationale aujourd'hui sont complètement tombés et le Sénat repart d'une feuille blanche qui est le projet initial. Donc effectivement, les 3 amendements principaux qui avaient un impact sur notre métier, en l'occurrence l'investissement locatif, que vous retrouvez sur ce slide, aujourd'hui n'existent plus, à savoir la hausse de 1,4% de la CSG, qui n'allait pas vraiment dans le bon sens concernant la fiscalisation des revenus du patrimoine immobilier, bien évidemment. Alors, je n'ai pas mis l'impôt sur la fortune improductive, j'aurais pu le mettre. Vous aviez vu passer aussi un amendement qui limitait à 2% par an l'amortissement pour toute opération en location meublée non professionnelle, 2% d'amortissement forfaitaire sur 80% de la valeur d'acquisition du bien, donc hors terrain. Alors, ce qui était quand même intéressant sur cet amendement, c'est que ce n'était pas rétroactif, bien évidemment, pour les acquisitions antérieures au 1er janvier 2026. Et ce qui était moins intéressant pour nos métiers, c'est qu'il n'y avait pas d'exclusion des résidences-services, donc tout était mis dans le même sac, location courte durée, location longue durée, et donc les résidences-services étaient potentiellement concernés par cette limitation des amortissements à 2% par an. Et puis, il y a ce fameux statut du bailleur privé sur lequel on va revenir plus précisément avec Olivier, qui, dans sa version initiale, et donc qui ne satisfaisait personne, on expliquera juste derrière pourquoi, on avait effectivement la mise en place d'un amortissement de 3,5 à 5,5% dans le neuf et de 3 à 5% pour l'ancien rénové, en fonction, vous le savez, des différents niveaux de loyer, LOC Avantage 1, 2 et 3, que vous connaissez maintenant toutes et tous. Une limitation de l'amortissement qui était forfaitaire également sur une période de 12 ans, toujours sur 80% de la valeur du bien, et limitée à 8 000 € maximum par foyer fiscal pour 2 logements, avec 2 problématiques particulières qui rendaient le statut quasiment inopérant en termes de retour sur investissement financier, l'impossibilité d'utiliser l'amortissement pour créer du déficit foncier et la réintégration des amortissements à la revente pour le calcul de la plus-value. Donc ça, c'était le statut du bailleur privé initial. Et on le verra tout à l'heure via une simulation extrêmement simple qui rendait la situation en fait, pour l'investisseur moins favorable que le régime commun. Donc c'est un petit peu baroque. Et le grand soir de l'investissement locatif qu'annonçaient certains députés, on était un petit peu loin, en tout cas à notre avis. Oui, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, dans le projet de loi de finances d'origine, aucune de ces mesures n'est présente. Ça veut dire qu'effectivement, l'ensemble de ces dispositions sont arrivées par voie d'amendement de la part ou de la Commission des finances ou de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, pardon, ou des députés, et que c'est un peu toujours le même problème, c'est que les députés, ils ont comment dire, des fois l'envie de bien faire, mais une vue des fois un peu parcellaire de l'ensemble des effets induits de ce qu'ils vont présenter au vote. Le LMNP, alors vous avez bien compris, comme l'a dit Olivier, que tout ce dont on parle là, c'était dans la version avant que l'Assemblée nationale décide qu'ils avaient fait tout ça pour rien. Donc ça veut dire que c'est ce qui a été pendant un moment donné en vigueur dans le texte de l'Assemblée nationale, mais c'est tombé le 22, puisque le 22, ils ont décidé que tout ce qu'ils avaient voté ne servait à rien. On en parle parce qu'on ne sait jamais. C'est-à-dire que ça peut revenir, et en tous les cas, c'est la version N-1 de ce qui va nous arriver. On reparlera probablement peut-être de ce que le Sénat fera quand ils auront voté des choses pour qu'on puisse se tenir au courant et que vous puissiez vous aussi réagir aux questionnements de vos clients, parce que fatalement, ils ont aussi la télé, et comme ils ont la télé, ils voient les informations, et aux informations, ils voient des choses. Donc ça nous permet d'être un peu à égalité avec eux, mais tout ça aujourd'hui est tombé. Ce qu'il faut bien comprendre dans le LMNP, c'est que c'est pas tant ce qui nous concerne, on va dire plus dans notre quotidien, nous,
on va dire, à l'immobilier géré ou ce que vous faites avec vos clients parfois de faire de la résidence principale, de l'immobilier résidentiel en résidence principale meublée. C'est vraiment pas ça qui les enquiquine, nos élus. Ce qui les enquiquine, c'est Airbnb. Ils détestent Airbnb pour plein de raisons, mais une des majeures raisons, c'est que ça déshabille les centres-villes parisiens pour faire de la location de courte durée et toutes les zones locatives tendues et les zones bord de mer, ils trouvent insupportable que ça fasse moins travailler les hôtels et surtout que les gens qui veulent habiter dans ces zones aujourd'hui ne trouvent plus de quoi se loger parce que tous les appartements sont dédiés à de la location de courte durée et non plus à la résidence principale d'un locataire. Donc, les habitants, les saisonniers, enfin l'ensemble des gens qui ont besoin de se loger dans les zones tendues n'y arrivent pas et ils ont considéré que c'était de la faute de Airbnb. Donc ils ont probablement raison pour une grosse partie, peut-être pas pour tout, mais enfin ils ont raison pour une grosse partie, mais comme ils ont une lecture assez macro du problème, ils disent LMNP égale Airbnb, donc si on met un coup de sabre dans tout ça, il n'y aura plus d'Airbnb. Alors, évidemment, on sait tous que ce n'est pas aussi simple que Airbnb. Il y a des gens qui vont continuer à le faire à 2%, qui vont continuer. Enfin voilà, peu importe, mais ça ne réglera pas complètement le problème. Quoi qu'il en soit, avec les députés, avec les sénateurs et avec d'autres, on en parlera un petit peu sur le slide d'après, mais on a ce travail de sensibilisation pour expliquer aussi à ces gens-là que le LMNP ne sert pas que à faire du Airbnb. Il sert à créer des unités économiques comme on les connaît dans le logement pour étudiants, ce qui veut dire que demain, si il leur vient à l'idée de nous sortir un statut de meublé complètement déshabillé, ça veut donc dire quand même que très peu de logements étudiants ressortiront dans le marché, que l'hébergement des seniors restera aujourd'hui, puisqu'il est majoritairement financé par des financements privés, on ne sortira plus de résidence senior. Donc, ça veut dire qu'on leur fait comprendre que le statut de loueur meublé n'a pas qu'un statut fiscal, mais c'est aussi un statut qui permet la création d'un certain nombre d'unités d'hébergement de résidence principale du locataire pour certains de publics sensibles, alors étudiants ou personnes âgées, et puis d'autres, mais ça c'est plus difficile, mais on va tâcher d'y arriver aussi, dans l'hébergement touristique, puisqu'évidemment ça répond aussi à une forte contrainte en France, c'est qu'on est quand même parmi les destinations les plus visitées par les publics étrangers. On a quand même besoin d'accueillir ces gens-là. Et il va être difficile de dire dans un premier temps, on veut sabrer Airbnb et en même temps, comme on n'a pas de dispositif d'incitation, on ne va pas permettre la création de nouvelles résidences de tourisme qui va pouvoir accueillir ces gens-là. Quelque part, si les touristes ne sont pas accueillis correctement en France, ben, ils vont aller ailleurs. Et s'ils vont ailleurs, je pense que personne n'aura gagné grand-chose. Donc, tout ça est tombé, mais tout ça a existé pendant un moment. On va quand même, avec Olivier, un peu démystifier, on va dire quels étaient les effets de ces votes, mais on va devoir attendre maintenant de savoir si des choses vont revenir. Alors justement, dans l'attente, quand même quelques points d'optimisme qu'il faut souligner, puisque il semblerait que le travail de lobbying et de réaction de la profession suite à la première lecture du budget à l'Assemblée commence à porter ses fruits. Puisque les dernières réactions des députés et sénateurs intéressés vont quand même plutôt dans le sens de prochains votes, que ce soit au Sénat ou dans le cadre d'une loi de finances rectificative, de prochains votes un peu plus favorables, que ce soit sur le statut du bailleur privé ou le LMNP. Je prends par exemple l'ex-ministre du Logement, Valérie Létard, qui est en première ligne sur le sujet, qui a déclaré dans une tribune il y a 2 jours, on le lit sur ce slide, que le monde du logement attend bien évidemment des ajustements importants sur certains points clés du statut du bailleur privé pour donner toute la traité nécessaire à ce dispositif, notamment les différents plafonds ajoutés dans les débats pour contenir la dépense publique qui limite le potentiel d'amortissement, d'investissement, le recours au déficit foncier ou encore le traitement des logements meublés pour la longue durée. Là, elle fait référence bien évidemment à l'exclusion des résidences services d'une potentielle refonte de la fiscalité de la location meublée. Concernant M. Daubresse, sénateur qui a été co-rapporteur du fameux rapport Daubresse-Consson qui militait pour un statut du bailleur privé avec un amortissement qui n'était pas de 3,5 mais 5% et surtout une imputation possible des amortissements sur le déficit foncier. Il a répété qu'il était tout à fait déterminé à aller au bout de la mise en place du statut de bailleur privé qu'il prévoyait dans son rapport. Donc on voit qu'on a un positionnement aujourd'hui de certains acteurs de l'Assemblée et du Sénat qui sont quand même plus favorables
va dire, aux dispositifs qui sont envisagés via les amendements qui ont été votés, et surtout qui, semble-t-il, sont quand même de plus en plus à l'écoute des remontées du terrain qui étaient quand même relativement alarmistes, notamment sur les effets attendus du statut du bailleur privé, et ça fera l'objet d'une petite simulation extrêmement simple sur le slide d'après. Donc, pas forcément un vent d'optimisme global, mais une prise de conscience, semble-t-il, et je pense qu'on peut être moins alarmiste qu'il y a quelques jours sur les sujets qui nous intéressent. Alors, je te rejoins complètement, c'est-à-dire que clairement, on s'en passe d'avoir des réformes du statut de loueur meublé avec des limitations d'amortissement, enfin voilà. Mais le fait qu'ils aient voté ça, ça a quand même eu la vertu que l'ensemble des acteurs aient réagi et pu expliquer à l'ensemble des acteurs politiques ce que ça allait avoir comme effet. Donc, ça a été présenté, ça a eu le mérite d'ouvrir des discussions, et des députés, des sénateurs ont entendu les remontées terrain des professionnels, et on verra bien, mais on a quand même bon espoir que évidemment, des figures politiques importantes s'emparent du sujet et montrent qu'ils ont pris conscience quand même des effets que pouvait avoir tout ça. On va dire c'est plutôt un vent d'un peu plus d'optimisme que ce que nous avions eu comme petite musique un petit peu avant. Donc clairement, ils ont compris, et je crois qu'on est tous assez ouverts sur le sujet. Moi, s'ils veulent mettre en place des dispositifs contraignants sur la location courte durée, zone tendue, typologie Airbnb, bon bah ok, même si vos clients en font, on va dire c'est quelque chose que assurément ils vont tâcher de faire rentrer un petit peu dans l'œil du cyclone, mais à côté de ça, pour le reste, sur l'immobilier géré, un peu comme on est habitué à le faire, ou peut-être sur de la résidence principale, location longue durée, je pense qu'ils peuvent avoir des réactions différentes et qu'ils vont tâcher probablement d'essayer d'en avoir. Le statut du bailleur privé, c'est la même chose. En fait, ce qui est plutôt bien, même si à ce stade, il est tombé, puisqu'en fait, il était dans le projet de loi de finances des amendements de l'Assemblée nationale, je trouve qu'on a quand même un panorama dans lequel on n'a absolument plus aucune mesure d'accompagnement de l'immobilier neuf. On a bien compris que sur le gouvernement actuel et sous le président actuel, on n'aurait assurément pas de nouvelles mesures d'accompagnement du type qu'on a connu en Pinel, parce qu'en fait, Emmanuel Macron, il n'aime pas ça, et c'est pas une surprise. Depuis qu'il est élu la première fois, il dit qu'il n'aime pas l'immobilier. Donc, à un moment donné, il a mis au bout la Pinel. Une fois que c'est terminé, il n'y a plus rien. Alors, évidemment, c'était pas de bol, c'est que ça tombe en même temps que le moment où l'immobilier se porte mal. Donc, mal plus mal, ça fait très mal. Donc, un environnement immobilier pas bon, plus d'avantages fiscaux à l'entrée, ça a été très compliqué. Et je trouve, moi, que redémarrer un accompagnement sur l'immobilier neuf sur un format d'amortissement, je trouve ça plutôt bien. On a connu ça avec la Périsol, hein, il y a 30 ans. Ça a peut-être un effet un petit peu moins fort d'inflation sur les prix. En tous les cas, je trouve que c'est bien qu'on démarre, même qu'on l'ait voté de manière un peu imparfaite la première fois. En tous les cas, ça a le mérite d'avoir aussi mis ce dispositif dans les discussions. Et il faut espérer maintenant que Daubresse aidant, ce CTBR privé va prendre, et les élus vont prendre la mesure du dispositif et à quelles conditions, malgré tout, il va servir à quelque chose, parce que tel qu'il avait été voté en première lecture à l'Assemblée nationale, il ne servait à rien, il était même plutôt moins bon que le droit commun, mais il y a quand même des pistes d'amélioration pas exagérément compliquées qui peuvent permettre de faire quelque chose qui devrait pouvoir fonctionner. Alors justement, pourquoi ça ne fonctionnait pas, en tout cas en termes de retour sur investissement pour vos clients, la première version du statut du bailleur privé? Là, j'ai repris tout simplement une hypothèse extrêmement centrale et simple d'un T2 de 40 mètres carrés à 200 000 euros en zone B1 avec un plafond de loyer Loc Avantage 1, en vous rappelant que les plafonds de loyer Loc Avantage, que ce soit 1, 2 ou 3, sont différents sur chaque ville, puisque en fait, ce sont des décodes par rapport au loyer de marché. Donc, j'ai pris un scénario central sur une ville en zone B1. Donc, pour un bien de 100 000 euros, ça nous génère un peu plus de 5 000 euros
de loyer annuel, soit un rendement brut de 2,7%. Donc, on voit déjà que le rendement brut est quand même largement affecté par les plafonds de loyer qui sont déterminés. Ça, c'est la volonté du gouvernement, bien évidemment, de centrer le dispositif sur le logement social, voire très social, et on peut le comprendre. J'ai pris en compte un volant de charges, tout compris, que ce soit entretien, charges de propriété, impôts fonciers, à environ 25%, même totalement 25% du montant du loyer, soit 1 330 € annuels. Et si je prends en considération qu'on fait un effet de levier du crédit sur l'opération, des intérêts d'emprunt moyens sur les 12 premières années. Alors pourquoi sur les 12 premières années? Puisque c'est là, sur cette période, qu'on pratiquait l'amortissement sur la première version du statut du bailleur privé, des intérêts d'emprunt qui se situaient, vous voyez, quasiment au même niveau que le montant du loyer. Ça veut dire que seuls, bien évidemment, les charges et les intérêts d'emprunt servaient, vu la petitesse du rendement, à défiscaliser la totalité du rendement. Ça voulait dire tout simplement que les amortissements, on les constatait, mais on ne pouvait pas les utiliser, donc ils ne servaient à rien pendant la période de 12 ans, puisqu'ils ne pouvaient pas être répercutés sur le déficit foncier. Tout comme les intérêts d'emprunt, hein. Donc, ça veut dire que globalement, tant les amortissements que les intérêts de crédit, ça permet de neutraliser les nouveaux revenus fonciers, mais ça n'a aucun impact sur l'impôt existant. Mais là, encore plus, de ne pas les utiliser sur le déficit, on ne les utilisait même pas sur la neutralisation des loyers, puisqu'encore une fois, les intérêts d'emprunt seuls permettaient de neutraliser les loyers. Donc, on arrivait, bon an, mal an, à des rendements nets de charges et de fiscalité autour de 2%, ce qui est un niveau, alors je ne parle pas de TRI, je parle de rendement net de charges et de fiscalité faciale annuel, qui sont des niveaux de rendement qui ne permettent clairement pas aujourd'hui d'intéresser ou de réintéresser des investisseurs sur de l'investissement immobilier locatif. En revanche, si je prends le statut du bailleur privé ciblé par le Sénat, donc dans la version initiale du rapport d'Aubresque-Cosson, qui prévoyait non seulement un amortissement plus élevé, puisqu'il était à 5%, et surtout la participation de l'amortissement au déficit foncier, on voit que ça change la donne, puisque de la même manière, on n'a pas besoin de l'amortissement, comme sur le premier exemple, pour neutraliser fiscalement les loyers, mais on peut utiliser l'amortissement donc de 2 000 € si on le situe à 5% sur 200 000, sur 12 ans, pouvant générer du déficit foncier. Et là, de manière factuelle et assez simple, sur une TMI à 30%, plus prélèvements sociaux à 17,2, si les prélèvements sociaux restent à 17,2, ça fait une diminution d'impôt sur le revenu de 4 720 € par an pour l'investisseur, ce qui fait que si je rajoute le rendement fiscal au rendement locatif, on remonte à un rendement global net d'impôt, fiscalité comprise, à plus de 4%, en l'occurrence 4,4. Et là, on peut considérer, pour le coup, à ces niveaux-là, qu'on peut plus facilement réintéresser nos investisseurs à l'immobilier locatif. Et en termes de TRI, ça ressort même mieux, puisque si je prends en compte l'effet de levier du crédit, on a des TRI qui deviennent quasiment équivalents à ce qu'on connaissait sur les derniers mois, voire les dernières années du dispositif Pinel. Donc, on n'est pas sur de la réduction d'impôt, on serait sur la déduction d'impôt, mais en termes d'effet de levier fiscal, on serait sur des choses qui seraient relativement équivalentes. Et là, il peut y avoir un intérêt et un input relativement important sur les décisions d'investissement. Donc, on voit l'importance des effets de bord sur la non-imputation des amortissements, qui sera en fait la clé pour les discussions à venir sur l'intérêt qu'il y aura ou pas sur ce statut du bailleur privé. C'est clair, parce que en fait, dans tes simulations, on est sur les 2 fois avec les mêmes plafonds de loyer. Donc, on se rend compte qu'effectivement, le seul élément fiscal qui fait d'un statut l'intérêt au cas particulier, c'est la déduction possible des amortissements au revenu global, avec la limite toujours de 10 700 €. C'est quand même plus de 2 points de rendement. Donc, clairement, l'enjeu dans le statut du bailleur privé, c'est il y a le taux de l'amortissement qui joue, mais je pense que malgré tout, même si on a un taux d'amortissement un peu en deçà de 5, je pense que ça peut quand même garder du sens. Mais c'est surtout son imputation sur le revenu qui va déclencher ou pas l'intérêt de ce dispositif. Donc ça, on va suivre ça, mais avec des amortissements imputables, je pense que ça peut prendre du sens.
Concernant la location meublée, si je fais un peu une simulation comparative, alors je n'ai pas mis le détail de la simulation parce qu'on aurait passé beaucoup de temps, mais je vous ai mis simplement la synthèse. D'ailleurs, n'hésitez pas à solliciter nos équipes commerciales. On a à votre disposition un simulateur qui vous permet, pour tout investissement en location meublée pour vos clients, que ce soit en cash ou par emprunt, de faire une simulation comparative très rapide sur 3 situations qui sont les suivantes, c'est-à-dire le LMNP tel qu'on le connaît aujourd'hui en amortissement normal, le micro-BIC et l'amortissement en première lecture qui avait été voté à 2%. Et là, si je me situe sur un paiement cash, vous voyez, avec une hypothèse de lot à environ 140 000 euros prix total hors taxe et un loyer qui permet d'avoir une rentabilité locative de 4,5 et sur la base d'un bail 100% net de charge, donc sans charge de copro et taxes foncières, eh bien, on peut disposer en fonction de l'horizon d'investissement 5, 10, 15, 20, 25 et 30 ans, les différents cumuls de trésorerie nette qui sont générés par l'opération. Alors, le cumul de trésorerie nette, c'est le loyer qu'il me reste après imputation, non pas des charges qu'il n'y en a pas, mais des charges d'expertise comptable possiblement, et puis également de la fiscalité générée, puisque aujourd'hui, quand on paye cash un LMNP, on génère de la fiscalité de manière relativement rapide, puisqu'il n'y a pas d'intérêt d'emprunt à imputer. Ce qu'on peut voir de manière assez simple… Oui, Olivier, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, non, pas de problème, c'est moi qui t'ai coupé. Mais je disais, oui, on génère assez vite du revenu parce qu'effectivement, là, au cas particulier, on est en paiement comptant et surtout, les rendements des opérations sont élevés. Donc, effectivement, on génère assez vite du résultat quand on est en paiement comptant. Exactement. Donc, sur les paiements cash, l'impact en fait d'un possible passage de l'amortissement à 2%, il ne se fait que possiblement sur les 15 premières années, puisque à partir de la 15e année, vous savez que sur l'amortissement normal, qui est un amortissement par composante, on n'amortit plus finalement que le gros œuvre qui représente 50% de la base amortissable. Donc assez rapidement, enfin relativement rapidement, en tout cas après 15 ans, l'amortissement classique par composante devient moins intéressant à la fois que le micro-BIC et possiblement, s'il avait été entériné, que l'amortissement à 2%. Ça veut dire que sur la période 0 à 15 ans, on a une situation entre guillemets déficitaire pour le micro-BIC, l'amortissement à 2% par rapport à l'amortissement normal, et une situation qui se rétablit en faveur du micro-BIC et de l'amortissement à 2% à partir de la 20e année et qui devient même plus favorable, vous le voyez, que l'amortissement normal à partir de la 30e année. Donc, un effet possiblement négatif, mais sur un horizon d'investissement relativement court, une situation qui se rétablit sur le long terme. Et dans tous les cas, quoi qu'il arrive, quel que soit l'horizon d'investissement, même s'il y a une dégradation sur les 15 premières années du cumul de trésorerie nette, ça ne remet en aucun cas en cause l'intérêt de l'investissement en location meublée non professionnelle sur du bail commercial. La situation a été un petit peu dégradée, mais serait restée de toute façon beaucoup plus intéressante que l'investissement en revenus fonciers avec la fiscalité que vous connaissez et sans l'amortissement. Donc, c'était un petit peu pour dédramatiser les choses sur la possible application d'un amortissement à 2% qui a fait beaucoup de bruit, en vous rappelant que pour les paiements cash, il reste le micro-BIC qui est une vraie solution intéressante sur le long terme pour vos clients. Et c'est vrai que je trouve que c'est intéressant parce que quand on a, avec Olivier, échangé suite au vote de 2%, on s'est dit waouh, ça va être difficile. Et puis en fait, en faisant les simulations, clairement, on se rend compte que la situation la pire, en règle générale, c'est la situation des paiements comptants par rapport à cette réforme des amortissements. Et même si, bah, évidemment, c'est quand même pas une bonne nouvelle que ce soit moins bon qu'avant, mais 2%, on se rend compte que c'est pas la cata, quoi. Moins 15% sur les 15 premières années, mais sur 20 et 25 ans, on a 4 et 5% de différence de rendement et de performance globale. Franchement, c'est vraiment de l'ordre de l'entendable. Je veux dire, globalement, ça reste un dispositif hyper performant par rapport à l'ensemble des dispositifs aujourd'hui susceptibles d'être utilisés par vos investisseurs. Mais voilà, l'effet mauvaise nouvelle, bah, il est pénible. Mais
quand on est factuellement dans les chiffres, on se rend compte que l'impact, il est somme toute assez mesuré et qu'on gardera heureusement si, alors on ne sait jamais, pour l'instant c'est plus le cas, mais si ce dispositif revient en ces termes, je pense qu'on aura quand même encore la capacité à conseiller ce dispositif-là parce qu'il va rester malgré tout performant et sur la longue durée, hein, puisque 25-30 ans, ce n'est pas des durées absolument anormales pour de l'investissement locatif. Donc on a plutôt des gens qui achètent ce type de dispositif pour du complément de revenu. Et le complément de revenu, on le voit quand même sur du moyen et long terme. Et franchement, 20, 25, 30 ans sont des durées assez logiques pour ces typologies d'investissement-là. Et on se rend compte sur cette durée-là, ce que l'on perd un peu au début, on finit par le récupérer à la fin, puisque le côté linéaire de l'amortissement à 2%, qui est à rapprocher des amortissements par composants qui ressemblent à ce qu'on avait avant dans les amortissements dégressifs, où on amortit beaucoup au début et plutôt très peu sur la fin. En fait, au bout de 15 ans, on rattrape, voire au bout de 15 ans, on amortit plus à 2 que lorsqu'on est en amortissement par composant uniquement sur la partie gros œuvre d'un bâtiment. Donc, c'est vrai que ça nous paraissait assez utile pour notre culture perso, mais aussi pour l'échanger avec vous, de regarder cette photographie de comparaison de ces dispositifs et pour, en fait, un peu arrêter de se faire peur parce que finalement, c'est pas une super nouvelle qu'on en parle et pas une super nouvelle qu'on limite, mais dans les faits, c'est pas si grave. Et c'est exactement la même chose, peut-être même encore plus prégnant sur la situation d'un emprunt à 100%, alors où je n'ai pas simulé le micro-BIC, bien évidemment, ce qui n'a aucun intérêt dans le cadre d'un emprunt grâce aux intérêts d'emprunt qui sont déductibles. Toujours sur le même lot, si on est dans le cadre d'une situation d'amortissement normal comme il existe aujourd'hui, en fait, on voit qu'on a un début de fiscalisation des revenus à compter de la 19e année et que si on passait sur cette situation dégradée d'un amortissement à 2%, ce début de fiscalisation, il ne serait plus à la 19e année, mais à la 14e année. Donc, il serait avancé de 5 ans, mais avec un impôt ultra progressif et au départ extrêmement faible, ce qui fait que le cumul des impôts générés sur 25 ans dans une situation ou dans l'autre n'est pas vraiment extrêmement différente en termes de masse de flux. Il y a une petite différence, bien évidemment, mais encore une fois, qui ne remettrait en aucun cas en cause l'intérêt de l'investissement en LMNP bail commercial. Donc, on aurait une avancée du début de fiscalisation, mais encore une fois, dans des proportions qui seraient tout à fait limitées en termes de montant d'impôt. Donc là, de la même manière que sur les emprunts, que sur les paiements cash, aucune remise en cause du retour sur investissement dans les grandes masses pour vos investisseurs sur le LMNP géré. Encore une fois, vous pouvez, grâce au simulateur qu'on a mis en place et les équipes commerciales le mettront bien évidemment avec plaisir à vos dispositions, simuler ces différents éléments pour différents cas clients, différents types de TMI, différents montants d'investissement bien évidemment, différents types de baux commerciaux puisqu'on pourra rajouter des charges de copro et des taxes foncières bien évidemment. En tout cas, on pourra prendre en compte la totalité des situations de vos clients et ça vous permettra de dédramatiser les choses si besoin l'était en rendez-vous physique ou en visio avec vos investisseurs, en rappelant également, et c'était aussi une crainte que pouvaient avoir certains investisseurs qui étaient en cours de signature de contrat de réservation, que de toute façon, la réforme des 2% qui était prévue et qui est tombée ne concernait que les acquisitions à compter du 1er janvier 2026 et n'était pas rétroactive sur les logements qui étaient préalablement acquis. Donc, pas de panique à avoir, en tout cas dans la situation actuelle, par rapport aux investissements au cours ou futurs de vos clients en LMNP. Sachez également que pour vous accompagner au mieux dans vos prescriptions immobilières, nous avons réagi vis-à-vis des promoteurs avec lesquels nous travaillons. C'est-à-dire sur toutes les opérations location meublée qui sont actuellement à la commercialisation à la référence Pierre. Si vos clients souhaitent se positionner avant la fin de l'année, nous avons obtenu le positionnement suivant de la part de notre promoteur qui sera sous la forme d'une attestation qui sera signée par le promoteur et vos clients qui rajoutent une condition suspensive au contrat de réservation de vos clients, c'est-à-dire qu'une modification de l'environnement fiscal de la location meublée par la loi de finances qui serait éventuellement votée d'ici la fin de l'année serait une condition suspensive du contrat de réservation pour vos clients. Donc, vos clients pourraient, dans ce cas-là, se retirer de l'opération
de manière simple et sans aucune pénalité financière. C'est la moindre des choses que l'on doit à vos clients et à vous pour assurer la régularité de votre conseil vis-à-vis de vos investisseurs. On a à peu près fait le tour sur l'actualité de la loi de finances qui concerne le statut de bailleur privé et l'amortissement. On vous travaillera bien évidemment au courant au fur et à mesure de l'évolution des choses et on reprogrammera, je pense, un webinaire suite à la discussion qui aura lieu au Sénat pour voir un petit peu l'évolution des textes au Sénat. Dans tous les cas, vous rappelez également qu'il y a un dispositif qui existe aujourd'hui de défiscalisation, alors plutôt dans l'ancien, qui s'appelle le de Normandie, et qui, lui, n'a pas du tout été impacté et ne sera pas impacté a priori par la loi de finances qui sera votée ou non, on l'a évoqué tout à l'heure, et qui est un dispositif qui peut être tout à fait utilisé aujourd'hui en investissement locatif pour générer de la défiscalisation. Et dans ce cadre-là, on va terminer par une toute petite actualité commerciale, justement de Normandie, alors via un véhicule SCPI que nous avons lancé à la commercialisation il y a quelques jours et qui peut être une solution pour vos clients de défiscalisation immédiate dès 2025. Ce support, c'est la SCPI Caneos de Normandie 5. Vous le savez, on a noué avec Caneos, opérateur de rénovation d'anciens bien connus sur le marché qui gèrent la SCPI Caneosphere depuis maintenant 8 ans, dont nous assurons également la commercialisation auprès de nos partenaires CGP. Depuis maintenant 5 ans, puisque c'est le 5e millésime, eh bien, met en place des millésimes de SCPI de Normandie. Donc là, on est sur le millésime numéro 5 qui sera ouvert à la souscription jusqu'à la moitié de l'année 2026, donc pour la défiscalisation soit 2025 et 2026, et qui permet assez facilement de traiter vos clients en investissement défiscalisant avec un triple avantage. Le premier avantage, c'est les avantages de la SCPI, c'est que ça permet de diversifier votre risque sur un nombre de logements et d'immeubles, pour le coup, parce que ce sont des immeubles qui seront acquis par la SCPI sur un nombre d'immeubles relativement important. Deuxième avantage, c'est que cette SCPI de Normandie, elle est accessible à partir d'un montant de 10 000 €, ce qui permet en fait de faire converger exactement les possibilités de votre client et le budget qu'il va investir sur le véhicule, ce qui n'est pas forcément le cas lorsqu'on investit sur un appartement classique. On a un budget qui est nécessairement contraint par la grille de prix. Et puis, dernier avantage, c'est qu'on fait là de la de Normandie avec la fiscalité que vous connaissez, donc 2% de réduction d'impôt, avec plutôt sans les contraintes de l'investissement immobilier locatif, puisque toute la gestion locative, le paiement des charges, de la taxe foncière, etc., est intégré directement dans le véhicule. Et dernier élément, sachez que cette CP de Normandie, elle est assez facilement finançable et qu'on mettra à votre disposition de la même manière les solutions de financement adéquates pour vous permettre de faire accéder vos clients à l'effet de levier du crédit sur cette solution de défiscalisation, encore une fois disponible sur votre espace partenaire depuis quelques jours, en tout cas pour ceux parmi vous qui sont SIF, bien évidemment. Dernière actualité commerciale, parce qu'on a beaucoup parlé de LMNP, vous rappelez que pour les partenaires ou futurs partenaires de la référence Pierre, on vous donne accès vraiment à des conditions exceptionnelles en location meublée non professionnelle sous bail commercial, puisque sur la plupart de nos opérations aujourd'hui, vous allez retrouver des conditions négociées extrêmement favorables pour vos clients, à savoir des baux commerciaux fermes jusqu'à 15 ans. Ça, c'est extrêmement divergent par rapport aux conditions que vous pouvez avoir sur le marché, où vous avez généralement des baux fermes entre 10 et 12 ans maximum. On réussit à engager nos exploitants sur certaines opérations jusqu'à 15 ans ferme. On réussit également à négocier pour votre compte et le compte de vos clients des baux qu'on va qualifier de triple net, voire quadruple net, avec prise en charge donc des charges de copropriété, des travaux, de la taxe foncière et même sur certains baux de la CFE par les investisseurs, ce qui permet d'avoir le mérite de directement générer des revenus nets de toute charge pour vos clients et donc d'avoir des simulations financières extrêmement simples. On travaille également des modèles d'exploitation qui permettent de booster les rendements, et sachez qu'on va aujourd'hui sur certaines de nos opérations jusqu'à des rendements jusqu'à 5%, donc 100% net pour vos clients, et on négocie également sur certaines opérations des avantages commerciaux sous forme de préloyer qui permettent
eh bien, de rémunérer les appels de fonds pendant la période de construction et donc d'avoir un coût de portage de l'opération pour vos clients qui est beaucoup moins important. Donc le cumul de ces différents avantages fait qu'aujourd'hui, finalement, quand bien même on soit dans des situations pour l'investissement locatif qui semblent, dans l'esprit des gens, plus négatives qu'il y a 2 ou 3 ans, ben en fait, on a des produits aujourd'hui, grâce aux capacités de négociation bien plus importantes qu'on a vis-à-vis des promoteurs, on a des produits qui, financièrement, sont bien meilleurs qu'il y a 2 ou 3 ans, puisque quand le marché est difficile, eh bien, la situation elle est plus favorable pour une plateforme comme la nôtre, puisque notre positionnement de négociation vis-à-vis des promoteurs peut être beaucoup plus agressif. Et ça, c'est au bénéfice des investisseurs, bien évidemment, que ce soit en termes de baisse de prix, en termes donc de hausse des rendements et en termes d'avantages commerciaux associés. Tout ça pour des budgets à partir de 80-100 000 euros, qui permettent de parler à la majorité de vos investisseurs. Donc, n'hésitez pas surtout à nous contacter, à contacter nos équipes pour avoir accès à ces opportunités qui vous permettent de dégager sur les simulations financières des TRI qui sont extrêmement intéressants et en tout cas qui sont des TRI qui peuvent être comparés aux TRI avant crise immobilière. Donc voilà pour le petit point de l'actualité commerciale qui faisait écho aussi à l'actualité de la loi de finances sur la location meublée non professionnelle. On a un tout petit peu dépassé le timing, mais voilà, j'espère qu'on a pu vous informer de la manière la plus précise sur l'état actuel de la loi de finances. On reste à votre disposition, bien évidemment, au quotidien pour continuer à vous informer, à vous accompagner sur cette actualité et sur la structuration des produits. Et je pense avec Olivier qu'on refera un petit point en visio dans 15 jours, 3 semaines pour vous faire un nouveau point d'étape sur la situation. En tout cas, merci pour votre nombreuse présence ce matin. Vous étiez un peu plus de 100 connectés ce matin et il nous reste à vous souhaiter avec Olivier bien, une excellente journée et vous dire à très bientôt pour de nouveaux rendez-vous webinaires. En tout cas, merci Olivier pour ta participation et on vous donne rendez-vous rapidement. Merci pour ton invitation. Merci à tous pour votre présence. Ravi d'avoir participé ce matin à cette animation webinaire avec Olivier. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Et puis clairement, parce que je crains qu'on ait encore dans les prochaines semaines quelques petits soubresauts. Voilà, évidemment, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour qu'on puisse ensemble adapter les réponses. Parce que clairement, ça va sans doute encore un peu bouger et donc générer du questionnement chez vous et chez vos clients. Et donc, clairement, Olivier et ses équipes sont aussi là pour vous aider sur la gestion des nouvelles informations à venir. Excellente journée, à très bientôt. Merci, Merci au revoir. à tous, bonne journée. Au revoir. Au revoir.